Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité d'un invité, qui partage avec nous ses expériences magiques. Bonne écoute. Tu sais, moi, la vie m'a roulé dessus, donc plus rien ne me stresse. C'est de l'humour. Avec un petit fond de vérité. Attends, regarde, d'ailleurs, je m'allonge sur le divan. Je m'allonge sur le divan. Bah oui. Est-ce que tu es prête pour les questions deep? Ouais, deep et profondes. Ouais. Alors c'est parti. Première question, c'est quoi le tarot pour toi? Le tarot, c'est un jeu de cartes sur lequel il y a des représentations, il y a des symboles, et en fonction des cartes sur lesquelles tu tombes, tu peux interpréter quelque chose et ça va résonner dans ta vie, quoi. Ouais. Ça va créer une résonance avec ce que tu vis au tenté en fonction des questions que tu poses. Mais j'ai une copine qui m'a tiré les cartes il y a pas longtemps. C'était le tarot de Marseille. Et c'est pas ça le tarot de Marseille du coup. Non. Ça c'est celui-là. Ouais. Old One Worse, j'arrive pas à Ouais. le prononcer. Et je les trouvais super belles les cartes de son jeu. Elles étaient grandes. Ouais. Tu sais, je pouvais vraiment. Tu veux des grandes? Ok, J'aime bien je vais les donner grandes. des grandes. J'aime bien les grandes. Non mais tu sais, en vieillissant, on perd un peu la vue. Merci. Ça c'est des grandes, mais c'est Ouais, pas le tarot de j'adore. Marseille. Ouais, donc voilà, il y a des représentations, il y a des symboles, il y a des figures et toi c'est en anglais direct quoi, on est fluent. We can speak in English if you want. Non, elle préfère French, honnêtement. Tiens, ça c'est Marseille, c'est mon plus. Tu fais voir. Donc Ah tu oui, disais que t'avais il est une très copine beau. qui t'avait tiré le tarot. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Ben, elle avait le bouquin aussi explicatif à côté, parce que je pense qu'elle n'a pas forcément la même connaissance que toi, tu vois, de toutes les cartes et de toutes les significations. Mais en globalité, c'était plutôt positif. J'avais tiré quoi? Bah attends, je vais te dire, parce que j'ai fait une capture d'écran de ce que j'avais tiré, et comme j'ai une mémoire de merde. J'avais tiré tranquillité, boomerang, joie, étranger, ouverture, voyage et retour. Ah, trop chelou, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène, c'est trop chelou. Bah ouais, ça c'est quand on est crevé. Ouais, Ou quand on est avec quelqu'un qu'on aime énormément. Énormément. Il est super beau ton jeu. Et en fait, je trouve ça assez poétique d'avoir quelqu'un qui va te guider et qui va peut-être t'encourager ou aller vers un endroit où tu te l'autorises peut-être pas parce que, je sais pas, t'as peur, tu doutes. Moi, en tout cas, quand je vois une voyante ou quand j'ai une copine qui me tire les cartes, pour moi, c'est toujours une jolie histoire, mais je le prends pas forcément comme quelque chose de vraiment ultra factuel. Parce que je pars du principe que... Bah déjà, parce que j'ai déjà vu des voyantes qui m'ont prédit des choses qui sont carrément pas arrivées. Donc, moi, je me suis dit, c'est un peu du foutage de gueule. Et aussi parce que je pense qu'on a aussi, je pense qu'on cherche du conseil et du réconfort dans des moments où ça va pas forcément, tu vois. Ouais. Je pense pas qu'on va voir une voyante ou qu'on va se faire tirer les cartes quand tout est aligné dans ta vie et que t'es super épanouie, super heureuse, et que Ouais. pour moi c'est un peu un remède à la mélancolie quelque part, le fait qu'on te tire les cartes et que... Ouais, ou que juste... moi, la dernière voyante que j'avais vue, je n'avais pas forcément posé des questions précises. C'était plus que comme j'avais l'impression d'être un peu dans une impasse globale. Je me disais un peu, en fait, je vais vers où, quoi. J'avais plein d'envies, plein de désirs, mais j'arrivais pas à m'arrêter sur une idée, sur un truc. Et en fait, j'avais besoin de voir quelqu'un que je connaissais pas, me donner des outils, peut-être, pour y voir plus clair, en fait. Et ça a marché? Pas du tout. Ok, d'accord, qu'est-ce que je t'ai raconté? Franchement, c'était spécial parce que j'ai pas envie de dire que j'ai souvent vu des voyantes, mais en fait j'ai quand même pas mal de copines qui sont quand même dans ce trip-là. L'ésotérisme, la voyance. Et donc en fait souvent, tu vois, on a un groupe, il y a des numéros qui circulent de nanas qui font de la voyance par téléphone et tout. Et donc ça m'était arrivé, tu vois, l'été dernier...
de faire une consultation avec une nana par téléphone et je l'avais trouvée très bien, mais aussi parce qu'elle avait vraiment réussi à identifier des choses de mon passé et de mon présent alors qu'on se connaissait pas. Donc j'avais trouvé ça assez perturbant qu'elle ait autant d'éléments factuels sur mon passé et sur mon présent. Est-ce que tu lui as donné ton nom ? Est-ce que je vais... Alors ça, je me méfie. Parce que souvent, je me dis qu'effectivement, avec Internet, voilà, j'essaie de donner le moins d'informations possible pour être sûre que la nana en face de moi, c'est pas un charlatan. Et en fait, elle avait quand même réussi à trouver des choses de ma famille et de ma vie qui faisaient vraiment sens. Et elle m'a donc dit des trucs dans le futur sur un boulot, sur une orientation professionnelle non seulement qui s'est pas du tout avéré vrai, mais au moment où elle me le disait, je me disais vraiment non mais elle est complètement à côté de ses pompes quoi. Enfin, je veux pas aller vers ça quoi. Donc déjà, j'ai eu cette expérience l'été dernier, ça m'avait saoulée. Et là, j'ai une copine qui m'a recommandé une nana qui habite pas super loin de chez toi d'ailleurs, qui est dans le 18e, que je suis allée voir. Et là, et vraiment, j'avais 2 copines qui m'avaient dit, tu vas voir, elle est géniale. Elle lit en toi, elle est trop forte. Moi, tout ce qu'elle m'a dit est arrivé et tout. Donc, quand t'as des amis proches à toi qui te font part de ça, tu te dis, bon, il y a un quotient vérité quelque part. Enfin, moi aussi, ça va m'arriver. Et en fait, la nana était vraiment dans une sorte de brouillard. Elle m'a pas dit, je vois rien pour vous, mais un peu comme ça, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, je vais pas payer 70 balles pour que la meuf voit rien dans les 3 prochains mois, tu vois. En fait, elle m'a dit, oui, il va se passer un truc, mais en fin d'année 2024. Et je l'ai vu au mois de février. J'étais là, non mais attends, meuf, il se passe quoi là en 7 mois ? Et en fait, je pense que ce qui était assez positif dans cette expérience qui était naze, c'est que comme elle voyait rien, enfin si, elle m'a dit des trucs, mais qui étaient... Enfin, j'ai même pas envie de te les répéter parce que c'était lunaire et je pense qu'elle était un peu folle au final. Ou alors je suis vraiment pas tombée le bon jour. Et en fait, elle m'a tellement rien dit d'enrichissant et elle était tellement un peu vide que en fait, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas conjurer le sort en fait. Si elle voit rien dans ta life, et mets-toi au défi de conjurer le sort et de saisir enfin même pas de saisir mais d'essayer d'enclencher comme ça des micros événements dans ta vie pour qu'il y ait des choses qui bougent. Tu puisses provoquer des choses quoi, par toi-même, sans attendre qu'une nana te dise oui, dans 2 mois il va se passer ça. Donc en gros, en faisant rien, tu t'attends à ce qu'il se passe un truc. Et je me suis dit, bah non, en fait, là, elle a rien vu. Bon, bah, clairement, on n'a pas matché. Tiens, c'était peut-être aussi, je sais pas, juste nos énergies qui n'ont pas fonctionné. Et je suis sortie ça déjà en engueulant ma pote, en disant, mais la nana que tu m'as recommandée, elle est... Enfin, c'est bidon, quoi. Ou alors, vraiment, ma vie est catastrophique. Et en fait, ça m'a un peu déprimée. Ça m'a mis en colère. Et après, je me suis dit, bon, bah, bouge-toi le cul, quoi. Parce qu'il faut pas qu'elle ait raison. Ouais. Sans parler des voyantes, vraiment, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait, des sorciers, des marabouteurs, des voodoo Qu'est-ce que tu t'as fait et raconte. Déjà, moi, dans mon éducation, j'ai ma mère, si tu veux, c'est un peu une anti-médoc par essence. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui est médecine générale, c'est vraiment pas sa came. Donc déjà, depuis que je suis toute petite, elle m'a toujours, toute petite, depuis que je suis préadolescente, elle m'a toujours soignée aux plantes ou aux huiles essentielles. Donc on va dire que tous les maux du quotidien, tu vois, t'as mal au ventre, t'as mal à la tête, t'as mal à la gorge. Moi, elle m'interdisait de prendre des médicaments et elle me soignait, tu vois, avec de l'arbre à thé, du miel, des tisanes de plantes. Aujourd'hui, des choses qui se sont vachement démocratisées et que beaucoup de gens ont mis comme geste du quotidien. Mais moi, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, il n'y avait qu'une seule boutique d'aromathérapie à côté de chez moi, boulevard Saint-Germain, qui était Aromazone. À l'époque, c'était une toute petite boutique. Et c'était un peu que les aficionados qui allaient, et les gens qui étaient un peu, tu vois... Ceux qui mettaient pas de déo. Ouais, non, mais tu vois, ce côté un peu, cool, où moi, je me souviens, la première fois où je disais les huiles essentielles et tout, les gens me disaient, mais c'est de la merde, en fait, tu vois, c'est un peu... comme les gens vont te dire, le phyto, ça marche pas, ou voilà. Et en fait, moi, j'ai vraiment baigné dans ce truc, les plantes, les tisanes, les huiles essentielles et tout, donc peut-être que j'ai toujours eu une ouverture d'esprit qui était plus grande. Et en fait, moi, je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont des dons. Là, je passe à un autre sujet, mais
sur les guérisseurs, tu vois, tu parlais des coupeurs de feu, les magnétiseurs, les énergéticiens. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont des dons sacrés, quoi, et qu'on peut pas, enfin, qu'on peut expliquer. Mais d'ailleurs, si on va plus loin que ça, tu te rends compte que dans certaines tribus, enfin, tu vois, il y a toujours un guérisseur. Il y a toujours un guérisseur et les gens se portent quand même plutôt bien. Du moins, ils ont peut-être moins de mots que nous dans nos sociétés occidentales, tu vois. Très libérales, où tu vois, il y a des pharmacies à chaque coin de rue et en fait, tout le monde est malade en permanence. Et moi, j'ai eu une expérience en Bourgogne. J'ai un guérisseur dans la petite ville de Lorme, qui est à 4-5 bornes de chez moi. Et alors, comment est-ce qu'on l'avait trouvé ? Je pense que ma mère, elle avait, tu sais, le sort de journal local. Et peut-être que le mec avait mis une petite annonce, ou c'était une annonce de rue, je sais plus. J'ai dû le voir, attends, là, j'ai quoi ? J'ai 33. Il y a moins d'une dizaine d'années. Et donc, ce mec se définissait comme un guérisseur. Et à l'époque, je crois que j'étais très, très, très anxieuse et que j'avais des problèmes de vertige qui étaient sans doute liés à l'anxiété. Mais donc, du coup, pendant longtemps, j'ai cherché. Je me disais, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'avais fait, dans un premier temps, quand même, tu vois, des recherches physiques, tu vois, genre prise de sang, scanner et tout. Et en fait, il n'y avait rien. Et en fait, les vertiges ne disparaissaient pas. Et j'avais des migraines ophtalmiques, etc. Et en fait, j'étais allée voir ce mec. Et je me souviens, il collectionnait les lampes à huile. Et en fait, ce qui était assez fou avec ce mec, c'est qu'il ne voulait pas qu'on le paye. Il voulait qu'on lui donne quelque chose. Donc en fait, quand je suis allée chez lui, je sais plus, il a dû me manipuler, tu vois, genre une demi-heure. Et je me souviens juste qu'il a posé ses mains sur mon front, sur ma tête, sur mes épaules. Et en fait, je pense qu'il sentait que j'étais clairement épuisée et un peu au bout du scotch. Et qu'en plus, je pense que je dormais pas. Enfin, j'essaie vraiment de te resituer les choses parce que c'est un peu vague. Et entre-temps, j'ai vu beaucoup de monde. Mais lui, ça m'avait marqué parce que je me souviens que quand j'étais sortie de chez lui, j'étais complètement KO, quoi. Et en fait, j'avais quand même un témoin qui était ma mère, qui m'avait accompagnée en voiture, qui avait attendu dans la voiture, qui m'avait récupérée après et qui m'avait dit, mais t'es rentrée, t'avais une gueule de déterrée, t'es ressortie. On avait l'impression que t'avais vu la Vierge, quoi. Genre, mon visage était détendu, j'avais dormi dans la voiture. Il me semble que j'avais eu beaucoup moins mal à la tête, ou en tout cas que les crises, tu vois, que j'avais de migraine avaient disparu, voire diminué complètement. Et puis, il n'avait pas voulu que je le paye, quoi. Donc, il m'avait dit, non, vous m'apporterez... Donne-moi ton sac. Donne-moi ta montre. Non, il m'avait... Et puis, j'avais repéré qu'il avait cette passion-là. Et donc, du coup, je lui avais déposé devant sa porte une lampe à huile que j'avais échinée dans une brocante ou je sais plus. Mais je sais que je lui avais rapporté une lampe à huile qui m'avait coûté 10 balles. Ouais. Mais par principe, j'avais trouvé ça assez joli et poétique que le mec attende pas d'être payé. Parce que, enfin... J'ai pas du tout envie de juger les gens qui sont payés, dont c'est le business. Mais tu vois, ce mec-là, il avait quoi ? Il était à la retraite, il avait peut-être 70 ans. Et il faisait ça par plaisir, quoi. C'était un peu du don. Moi, j'ai vu des énergéticiens qui n'étaient pas remboursés à 200 balles la séance parce qu'on te l'a recommandé et que tu y vas et que tu te dis que ça va t'enlever ce truc-là, ce mot-là en particulier. Alors qu'un énergéticien, c'est quand même, entre guillemets, moins safe que d'aller voir un acupuncteur ou quelqu'un qui s'est formé à ce truc-là. Moi, l'énergéticienne sur laquelle j'étais tombée, je ne savais pas si elle avait fait des études, des recherches, des machins. J'y suis allée parce que c'était du bouche à oreille et que j'ai fait confiance à la personne qui me l'a recommandé parce que ça avait marché pour elle. Mais pour moi, ça n'a absolument pas marché. Toi, ce qui a marché, c'est un mec gratos. C'est ce mec-là gratos et après, j'en ai vu d'autres. Et je vais pas te mentir, j'ai aussi vu des énergéticiens qui m'ont coûté cher, que j'ai eu en consultation parfois par téléphone et je me suis rendu compte que ça m'avait fait un effet de ouf. Alors est-ce qu'il y a un effet placebo ? Est-ce que je pense que je suis quelqu'un de vraiment de sensible, donc je pense que tout ce type de pratique chez moi ça fonctionne à fond. Bah pas toujours, tu disais. Bah, la voyance, c'est autre chose. Mais tu vois, pour moi, l'énergéticien, ça touche vraiment à l'émotionnel, au psychisme. Et vraiment, quand je l'avais au téléphone... parce que, tu vois, j'ai vu cet énergéticien, mais j'ai fait aussi de l'EMDR, j'ai fait aussi de l'hypnose. Et je sais que l'hypnose, par exemple, ça fonctionne très bien sur moi aussi. Et pour moi, une énergéticienne, c'est de l'hypnose, pour moi, ni plus ni moins. Je sais que je suis assez réactive à ce type de pratique. Après, tout ce qui va être voyance, etc., pour moi, c'est plus du domaine de
du narratif. On te raconte une histoire qui est la tienne. Il y a des éléments sur lesquels ça coïncide plus que d'autres. C'est comme quand t'es enfant, on te raconte des comptines. Et ben, quand t'es adulte, quelque part, on te tire le tarot ou tu vas voir une voyante. Et on interprète des symboles. Et on donne des significations et on donne un sens. Et puis ça, c'est... Enfin, en fait, je me rends compte que dans toutes ces expériences-là de rencontres avec des énergéticiens, des voyants, des médiums, des sophrologues, tout ce que tu veux, en fait, c'est des expériences et en fait, elles me servent parce que je me rends compte qu'il faut aussi que j'arrête d'être aussi influençable, tu vois. C'est-à-dire que je vais toujours voir quelqu'un, ou souvent voir quelqu'un, parce qu'on me l'a recommandé. Et qu'en fait, je suis très influencée par le discours de la personne qui te raconte que... Elle vivait dans le noir et qu'en ayant vu et rencontré cette personne, en gros, elle lui a sauvé la life. Et en fait, à cette période-là, moi, ça allait pas si mal, en fait. Mais je pense que pour l'expérience, je me suis un peu laissée prêter au jeu, tu vois. Ouais. Et donc, elle m'a parlé de cette nana, elle m'a donné son contact et tout. Et en fait, je vais au métro Vavin, son cabinet était pas loin. Et au moment où je sonne à l'interphone, en fait, elle m'avait donné que le prénom de cette nana-là. Et au moment où je sonne à l'interphone, je me rends compte que cette nana a le même nom de famille que moi, écrit de la même manière. Là, je me dis, mais c'est quand même fou que ma pote ait pas fait le lien. Ou alors elle est... Tu vois, mais elle m'a juste dit, elle s'appelle Ivy, va la voir, et sans dire, mais c'est fou d'ailleurs, vous avez le même nom de famille. Donc j'arrive dans son cabinet, et le premier truc, c'est que je lui dis, mais on a le même nom de famille, c'est quand même fou. Et en fait, on part, tu vois, sur, je sais pas, 45 minutes de conversation. Elle me demande un peu de lui raconter ma vie, je lui raconte ma vie. Ça aussi, tu vois, il faut que j'essaye de canaliser ce truc-là, parce que je pense que d'avoir cette faculté à déballer son sac en face de gens que tu connais pas, faut aussi apprendre à se protéger, parce que je pense que je lui ai aussi donné les clés qui ont fait qu'après elle a pu m'atteindre de manière plus brutale aussi. Donc je sais plus ce que je lui ai raconté, tu vois, peut-être une expérience, je sais pas, la relation complexe que j'ai avec mon père. Mais en vrai, j'étais pas déprimée, ça allait, juste je voulais tester le truc. Et aussi parce que ma pote m'avait dit qu'elle faisait le pendule et j'avais jamais eu cette expérience-là, tu vois. Donc je me suis dit, bon, vas-y, on va tester ce truc-là. Et en fait, je raconte ma life donc pendant 1 heure et donc elle se met à me dire, bon bah voilà, allonge-toi, je vais te manipuler, donc je vais exercer des points de pression sur tes poignets, tu vois, un peu comme de l'acupuncture. Et puis elle met le pendule et puis à un moment elle me parle de mon père et elle me dit un truc en me disant, mais en fait ton père, s'il fait ça, c'est parce que... Et là elle me dit un truc que j'ai enfoui depuis et je ne sais absolument plus ce qu'elle m'a dit. Et je me souviens d'avoir eu une sensation mais vertigineuse de perdre pied complet alors que j'étais allongée et vraiment de partir mais dans un endroit genre sombre. Et en fait on termine la séance et je sors retirer de l'argent parce que tu vois ça fait partie de ces gens que tu payes en liquide quoi. Donc je vais retirer de l'argent, je la règle et là elle me dit vous allez voir... dans la semaine qui suit, vous allez retomber sur plein de gens, en tout cas sur des gens avec lesquels vous avez été en conflit ou des gens qui vous ont atteint, etc. Et je me dis, bon, ok, fine. Et je rentre chez moi et là, je commence à bader ma race. Mais un truc où là, je me dis, je sais pas ce qui se passe, mais psychiquement, je suis en train de perdre pied, mais complet. Et en fait, c'est allé plus loin que ça, puisque j'étais chez moi. J'ai eu une sorte de montée d'angoisse, et là, je me suis vue sauter par la fenêtre, quoi. Comme si j'étais attirée par le vide, et comme si je... Alors que t'avais jamais eu ça. Non, j'avais jamais eu... Et je me suis vraiment dit, mais merde, en fait, je vais me foutre en l'air, genre, je vais sauter par la fenêtre. Et après j'ai su plus tard en voyant un psy et tout qui m'avait dit en fait c'est ce qu'on appelle une phobie d'impulsion. Ça veut dire que tu penses à ce truc là et tu penses que ça va se réaliser alors qu'en fait pas du tout. J'ai eu une phobie d'impulsion qui était quand même énorme à tel point que je me souviens une de mes meilleures potes en pleurant en disant mais là ça va pas du tout meuf, en fait j'ai l'impression qu'il faut que je m'enferme dans la salle de bain sinon je vais sauter par la fenêtre. Donc c'était quand même bien deep et donc elle m'avait dit oui dans la semaine qui va suivre vous allez croiser des gens etc. Et si ma mémoire est bonne il me semble
que effectivement dans les jours qui ont suivi, j'ai dû croiser un ex, un pote, tu vois, on se parlait plus, et dans un temps quand même assez court. Et là, je me disais genre, waouh, enfin, elle est quand même balèze la meuf. Et le problème, c'est que comme c'était la première fois que j'avais eu ce truc de phobie d'impulsion, c'est devenu un peu obsessionnel. C'est-à-dire que en fait, je me sentais plus jamais tranquille. J'avais peur d'avoir des phobies d'impulsion partout. Enfin, tu vois, j'en avais eu chez moi, donc en fait, je pouvais en avoir dans la rue, dans les transports, dans les machins. Et j'ai passé franchement plusieurs semaines, voire plusieurs mois à pas être bien à cause de cette séance, suivant cette séance. Et je suis retournée la voir en lui disant, écoutez, je pense que vous m'avez fait un mauvais soin. Et tu vois, j'en ai parlé à des copines à qui ça leur est arrivé aussi d'avoir des mauvais soins énergétiques. Et normalement, quand tu es face à quelqu'un qui est suffisamment bon dans son domaine, il peut te réaligner. Et la nana m'a dit, non, mais moi je peux rien faire, maintenant il faut aller voir le psychiatre. Hein. Ah ouais, genre vraiment une connasse, tu vois. Et bon, après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Je suis allée voir un psy. Enfin, tu vois, genre, ça a pris du temps, en vrai, hein, pour me sortir de ce truc-là. Et quand j'ai revu un énergéticien des années après que je lui ai raconté cette histoire, il m'a dit, mais cette femme-là, il faut la dénoncer. Parce que normalement, on ne peut pas vous laisser dans cet état-là. Et moi, si ça m'arrive à un moment donné d'aller trop loin dans un soin et quelqu'un est pas bien, il me rappelle, etc., automatiquement, j'arrive à remettre les éléments et à annuler le truc, etc., tu vois. Donc moi, je sais que je suis très réactive à ce type de pratique. Et c'est aussi pour ça que je fais maintenant super gaffe et que j'essaye de plus trop en faire, entre guillemets, parce que t'as une expérience de merde. Ouais, j'ai eu une expérience de merde. Et c'est dingue. Et cette nana d'expérience de merde, elle avait le même nom de famille que toi, quoi, quand même. C'est quand même hallucinant. Ouais, ça c'est Pourquoi tu l'as pas dénoncé finalement? Dénoncé à qui d'ailleurs? Ouais, à la police de... Ouais. Non, mais disons, tu vois, je sais pas, mais lui, enfin, et puis surtout, moi, la délation, ça m'emmerde. Enfin, je vais pas aller sur Internet, Google, avis, tu vois, j'ai pas que ça à faire. Et puis voilà. Et puis en fait, j'ai appris plus tard que la meuf, en parallèle, elle était archi, qu'en fait, elle faisait pas ça du tout à plein temps, et que, enfin, tu vois, ouais. En fait, elle avait déconné avec moi. Je pense qu'elle était allée trop loin, qu'elle m'avait posé des questions qui étaient trop intimes, qu'elle avait un peu fourré son nez là où il fallait pas aller, et qu'elle avait libéré des trucs. Et comme, voilà, je suis très réactive à ce type de pratique, ben, elle a pas eu de chance, et moi non plus, tu vois. Donc en fait, c'est même pas que en vrai, je lui non, c'est pas, une vraie responsabilité d'avoir entre tes mains. Ouais, et je pense que les gens effectivement se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir un pouvoir sur leurs patients et qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de ça. Donc ça, c'était l'expérience la plus badante. Et sinon, j'ai plein de gens... Enfin, tu vois, que j'ai adoré voir. Tu vois, le MDR, ça fait aussi partie d'une méthode... psy qui est quand même portée sur le soin, puisque c'est quand même du domaine de... enfin, c'est pas forcément de l'hypnose, mais un peu quand même aussi, ouais. Tu vois. Ouais. Donc moi, je crois à tout ça et je respecte les gens qui le pratiquent. C'est juste que j'ai tellement été là-dedans que maintenant, j'ai un peu envie de me foutre la paix et de réussir à me canaliser et à être bien sans pour autant voir des voyantes, voir des machins. Enfin, et pourquoi toi tu t'achèterais pas un jeu tarot pour pouvoir jouer toi avec tes énergies, enfin voir un peu ce qui ressort? Écoute, quand je vivais à Marseille, je me suis posé la question à un moment donné, parce que j'ai une copine qui est vraiment dans l'ésotérisme et qui en a fait son métier et qui a sa boîte. Et elle me disait, mais va dans cette boutique, ils vendent des super beaux jeux de tarot de Marseille. Et j'y étais allée, et en fait, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que, en fait, je trouve ça sympa d'avoir une interaction avec quelqu'un, mais moi, toute seule, dans mon salon, à tirer mes cartes et à lire les trucs, je crois que... en fait, ça m'attire pas. Je préfère qu'on me le fasse, et j'aime bien l'échange, mais de moi-même... ouais, j'ai pas spécialement de... Je pense que je suis assez clairvoyante, et que, en ce qui concerne mes émotions et ce que je ressens, j'ai pas envie de dire que j'arrive à m'analyser parfaitement, parce que personne n'arrive à s'analyser parfaitement, mais j'ai quand même des années de psychothérapie derrière moi. J'ai quand même roulé ma bosse à ce niveau-là, et en fait, les cycles de la vie, enfin, c'est pas que je les connais par cœur, mais disons que aujourd'hui, je sais quand même comment mieux solutionner des moments où ça va pas, profiter des moments où ça va, et je ressens pas le besoin de me faire accompagner par les cartes. Ok. Est-ce que t'es spirituelle?
Est-ce que je suis spirituelle? Écoute, ouais, je pense que je suis... Oui, je suis spirituelle, mais en revanche, je crois pas en un Dieu. Mais oui, enfin, en vrai, je suis spirituelle. Il y a plein de petits rites, tu vois, qui m'arrivent de faire. Tu vois, brûler de la sauge, ça je le fais. Mais c'est un peu rentré dans un... Enfin, c'est un peu la vulgarisation de la spiritualité, en fait, de brûler de la sauge, tu vois. Mais sinon, voilà, j'adore les lieux de culte. Quand je vais dans une église, systématiquement, je vais brûler un cierge. Je vais penser aux gens dans mon entourage qui sont plus là. Quand je voyage aussi, je me rends compte que je me sens particulièrement ancrée quand je suis au contact de gens qui sont spirituels ou que j'assiste à des choses qui sont du domaine de la spiritualité. Tu vois, quand j'étais en Indonésie, il y a des cérémonies tout le temps en Indonésie. Et à Bali, t'as quand même beaucoup de temples. Et j'ai expérimenté une fois d'aller dans un des temples. Et dans ce temple-là, ils avaient une source sacrée. Et en fait, le principe de cette source, c'est qu'elle te purifie, quoi. C'est un rituel de purification et de guérison. Et en gros, le sous-texte, c'est que ça t'éloigne de la maladie, ça éloigne ton mauvais karma. Et c'était une expérience qui était ouf parce que en fait, tu dois vraiment t'habiller avec un vêtement traditionnel qui est le sarong. Et donc, t'es habillé comme un balinais. Et en fait, tu rentres dans un bain. Il y a tout un sens, tu dois aller dans ce premier bassin avant d'aller dans l'autre, etc. Et en fait, ils te disent une incantation en anglais que tu dois apprendre. Et au moment, avant d'aller sous la source, tu dois la réciter dans ta tête plusieurs fois. Et après, tu te laves. Et après, tu vas dans l'autre source. Et chaque source correspond à un thème. Et ça, c'était une expérience qui était assez folle. Parce que même si tu as beaucoup de touristes qui font ça, en fait, tu as aussi les gens de l'île qui le font et qui y croient, tu vois. Donc ça, c'était une expérience spirituelle qui était assez cool à vivre. Et après, ouais, je sais pas, moi, sans rentrer dans des trucs super deep, mais je sais que ce que j'ai vu à Bali, ça m'a énormément marqué, tu vois. Genre même, à un moment donné, j'étais avec une pote, et pareil, il y avait une immense cérémonie, et les gens chantaient, dansaient et tout. Et on se dit, bon, bah, ça va être un mariage, tu vois. Et en fait, pas du tout. C'était une crémation. Et ils étaient plus joyeux que nous quand les gens se mariaient à l'église. Et là, je me suis dit, mais on a vraiment à apprendre d'ailleurs. Parce qu'en termes de leçons de vie, d'humanité, de partage, ils ont vraiment foutu le feu au corps et à toute la structure autour qui était colorée, etc. Et c'était la joie, quoi. C'était la fête. Et c'était ouf. Donc voilà, ouais, en vrai, je pense que... Enfin, la spiritualité me touche. Après, est-ce que moi, je suis spirituelle dans mon quotidien? Pas non plus de ouf. Mais il y a quand même des choses qui me touchent. Je sais que mon niveau entre guillemets, de plénitude, d'énergie positive, je sais que je respire, quoi. Je m'imprègne, Enfin, tu vois, par exemple, la nature, pour moi, c'est de l'ordre de la spiritualité parce que j'ai l'impression que ça a un pouvoir vraiment. Quand je vais marcher en forêt et que je reviens, c'est pas que je suis plus la même personne, mais j'ai l'impression vraiment d'être soulagée d'un poids, quoi. Enfin, d'être moins stressée, d'être moins préoccupée, d'être moins... je sais pas, ça remet un peu les pendules à l'heure, quoi. Il y a un truc où c'est... Est-ce que tu pries? La prière fait partie de ta Dans vie, une église, pas du tout? non. En vrai, dans une église, non, je prie pas. Après, j'ai été dans des délires, mais parce que moi, en vrai, j'ai tellement testé de trucs, si tu veux, qu'à un moment donné, ça a été la méditation. Et donc, j'avais fait des cours de méditation. Il y avait une nana qui chantait Namyo Renge Kyo. Donc, j'étais là, je disais Namyo Renge Kyo. Et puis, j'avais acheté mon truc, là, qui fait du son. Et puis, moi, j'ai cette lubie qui arrive. Et donc, là, autour de moi, tu vois, je suis là avec ma bonne parole, un peu comme un prêcheur, tu vois, à dire, mais tu devrais essayer, ça marche, c'est génial. Et puis, en fait, au bout de 3 mois, je me lasse et puis je passe à autre chose. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc, c'est un peu superficiel, en fait, hein. Mais disons que oui, voilà, je teste plein de trucs, je reste très ouverte
sur tous ces sujets. Après, dans mon mode de fonctionnement quotidien, je peux pas te dire que tous les matins, je me lève et je fais Nameo Rengekyo, quoi. Non, pas du tout. C'est le matin, je me lève, j'écoute France Inter, je fume une clope et... Oh, le cliché, tu me couperas ça, s'il te plaît. Never. Never, je le coupe. Est-ce que t'es superstitieuse? Écoute, j'ai envie de te dire un oui massif. Ouais, je suis superstitieuse. Mais en quoi de fou. Souvent, je me rends compte que... Enfin, je veux dire... Ça se vérifie pas forcément dans les faits. C'est-à-dire que je vais penser à un truc et... soit ça se produit pas, et tant mieux, parce que parfois, je me dis, putain, j'ai l'œil... il va se passer ce truc-là, genre catastrophique, et en fait, rien de tout ça, donc tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais je suis superstitieuse dans le sens où ça, dans mon quotidien, c'est quelque chose auquel je pense. Pour le karma, pour des questions que je me pose. Tu vois, pour te donner un exemple, je vais être à la campagne, je vais être en train de conduire. Je vois le feu qui... Enfin, tu vois, j'arrive au feu et je me dis, bon, bah, si le feu est encore vert quand je passe, ça veut dire que ce à quoi je pense va se produire. Si je suis au rouge, je dois m'arrêter, c'est mort, tu vois. Mais en fait, ça, je le fais avec tellement d'éléments que parfois, je me dis peut-être que c'est un toc, en fait, et que c'est même plus de la superstition, tu vois. Parce que parfois, ça va loin. Du genre? Bah, du genre, mais comme quand t'es gosse et que tu traverses au passage piéton et qu'il faut que tu marches sur les bandes blanches, parce que si tu marches pas sur les bandes blanches, ta meilleure copine va pas t'inviter à son anniversaire. Enfin, tu vois, des conneries comme ça auxquelles tu penses quand t'es gosse. Mais je sais pas, moi, par exemple, j'ai un truc avec les immeubles en ce moment. On va savoir pourquoi. Je sais pas, je vais être dans un taxi, je vais regarder à l'extérieur les immeubles et je vais compter, par exemple, le nombre d'étages d'un immeuble qui est très haut. Et je me dis, bon, bah, si cet immeuble fait plus de 15 étages, ça va se produire. Sinon, pas. Si je compte le nombre d'étages et que finalement je suis à moins de 15, je me dis, vas-y, ok, je me laisse une autre chance. Donc là, je choisis un immeuble super haut. Et je me dis, ok, bon, bah, s'il y a plus de 30 étages. Enfin, je sais pas, je me fais des espèces de challenges comme ça, un peu chelou. Et je sais pas si c'est de la superstition, mais ouais, je sais pas, ça m'amuse. Et puis en allant plus loin, on parle de superstition, mais tu vois, par exemple, les heures miroirs, la synchronicité, l'effet papillon. Enfin, tout ça, c'est des trucs où je sais que je suis... je sais pas que je suis prudente, mais... J'essaie quand même de préserver au maximum mon karma, quoi. Ça, le karma, t'y crois vraiment? Ah, mais complètement. Ah, mais complètement. Ah, mais c'est... On a des cycles dans la vie où c'est génial et il vaut mieux que ça reste comme ça. Et puis, il y a des moments où tout est aligné pour que ta chute, elle soit plus raide. Alors, heureusement, moi, ça m'est pas arrivé trop dans ma vie, mais j'ai eu une période où je me suis dit, waouh, le sort s'acharne là. Au début, tu t'es toujours dans une démarche un peu victimaire, type l'injustice, pourquoi ça m'arrive. Et au final, quand on sort, j'ai envie de te dire... Enfin, c'est pas que c'est de bonne guerre, mais en fait... Quand t'es chanceux dans la vie, tu peux pas l'être toute ta vie non plus. Enfin, je le souhaite à tout le monde, hein, d'être chanceux toute leur vie, mais en fait, tout le monde va connaître des choses plus ou moins chaotiques à vivre dans son existence, ça fait partie de la vie. Et il y a des moments où t'as l'impression qu'il y a une accumulation de chaos qui fait que tu te dis, bah putain, merde, en fait. Et comment je m'en suis sortie? Pas forcément avec la spiritualité, mais plus en étant assez pragmatique et en me disant... boss en fait, t'es dans ton wagon, t'es solo dans ton wagon, t'es solo à gérer ces merdes là, lève-toi le matin et un rythme. J'ai adopté un chien, enfin je me suis créé des micros obligations qui ont fait que c'était en plus une période où je bossais pas, donc c'était la première fois que je bossais pas pendant aussi longtemps, donc il y avait un truc où je me suis dit putain t'as une chance inouïe d'avoir du temps pour faire ce que tu veux. Donc voilà, tous les trucs que j'avais pas le temps de faire avant, lire, aller au cinéma, voir des expos, prendre du temps pour voir des potes, partir en week-end, m'occuper de ma maison en Bourgogne, me recentrer et puis apprendre aussi à expérimenter une forme de solitude que j'avais jamais appréhendée à ce point-là auparavant, tu vois. Et je me suis dit, si t'arrives à vivre tout ça et à surmonter tout ça,
En fait, après, t'es paré pour le reste du voyage. Et en fait, c'est cool. J'ai pas envie de tomber dans des affirmations débiles du type ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais en vrai, un peu, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi dans l'adversité et dans la souffrance que t'arrives à te rendre compte que bah, t'es forte, il y a aussi des choses qui se libèrent, qu'il y a des projets que t'avais enfouis, dans des stratégies d'évitement, où à un moment tu te dis, ok, t'es face à toi-même, là, t'y vas, ou t'affrontes le truc, soit tu l'évites, et au final, c'est pas grave si tu l'évites et que tu remets le truc à plus tard, et en fait, il faut se laisser du temps, tu vois. On est dans une société où on a l'impression qu'il faut toujours être actif, être performant et tout. À un moment donné, je me suis dit... En fait, accepte de ne rien faire, juste de faire des choses qui te font du bien. Et en fait, la vie est bien faite. Les cycles, à un moment donné, s'inversent. Et puis voilà, et puis le hasard, la chance, tu fais plein de rencontres dans la vie. Il y a plein de gens aussi qu'on t'amène sur ton chemin. Et c'est ça aussi qui est cool. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Et au sujet des gens qui partent, qui meurent, ils vont où à ton avis ? Écoute, j'ai envie de te dire que quand j'étais plus jeune, je me disais vraiment il n'y a rien après la mort et c'est l'enfer en fait, si tu y penses de manière très rationnelle. C'est très angoissant. Et en même temps, là en vieillissant, j'ai pas envie de te dire que je m'en fous, mais comme on n'a jamais interrogé un mort. Après, moi, j'ai des copines qui ont des médiums qui leur font la conversation avec des gens qui sont partis et c'est des expériences qui les ont, genre, bouleversées, quoi. C'est-à-dire que vraiment, elles me disent, la nana, je la connais pas, elle me dit des choses qui sont vraies. Enfin, donc, la communication existe. Donc, je pars du principe que, sans doute, comme on est des êtres, tu vois, d'énergie, qu'une fois que le corps vivant disparaît, peut-être que l'âme... je sais pas, elle voyage, peut-être que elle se répand dans l'univers, qu'elle t'envoie des signes, c'est possible en vrai. Enfin, j'espère. Franchement, j'espère. Ça se trouve, on se réincarne, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je trouve ça plus poétique de se dire que l'âme et l'esprit sont toujours là quelque part que de se dire que tout disparaît, quoi. Et les gens qui parlent aux morts, du coup, tu y crois, tu crois que c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, un don. Tu as des gens qui ont un don et qui ont ou cette capacité, cette ultra-sensibilité. Oui, parce que je te dis, moi, j'ai des amis très proches qui en ont fait l'expérience et pour qu'elles aient ce niveau de croyance aussi élevé et que enfin, je veux dire, ça s'est aussi vérifié dans le dialogue qu'elles ont eu avec les gens qui sont partis, tu vois. C'est-à-dire que la voyante, c'était un messager. Mais la conversation, elle a eu lieu. Donc, je veux dire, moi, j'ai tendance à y croire. Après, dans mon cas, je me sens absolument pas capable de le faire. Parce que je suis trop sensible et que je pense que ça pourrait m'emmener trop loin, tu vois. Je pense que ça pourrait me rendre un peu folle, quoi. Un peu plus. Un peu plus folle. Et les extraterrestres ? Écoute, franchement, moi j'adore X-Files. Non, mais je veux dire, la thématique des extraterrestres, je trouve que c'est super, mais d'un point de vue science-fiction, série ou cinéma, tu vois. Après, oui, on sait qu'il y a d'autres planètes dans l'univers, qu'il y a forcément des êtres qui sont pas comme nous, tu vois, peut-être des êtres aussi évolués que nous, mais il y a forcément de la vie. Après, les définir d'extraterrestres, je sais pas. Quand tu vois, extraterrestre, on pense petit bonhomme vert. Total. Non, je pense pas. Je pense que... Enfin, c'est aussi l'imagination occidentale. On a des extraterrestres. Ouais. Mais oui, après, considérer qu'il y a une vie ailleurs que sur la planète Terre, c'est prouvé scientifiquement. Après, ils vont pas bien nous attaquer. Dommage. S'il y a de la magie dans la vie, où est-elle ? Et raconte une expérience magique. Ok. Attends, mais moi j'ai peur de te décevoir parce que en termes d'anecdotes sur la magie, t'as un espèce de sentiment, une espèce de je sais pas, de plénitude où tu te dis mais là ce qui se passe
c'est magique parce que tu te sens nourri intérieurement par quelque chose de très fort, de très lumineux, de très solaire. Et j'ai eu ça, dans une de mes dernières expériences de voyage. C'était encore une fois en Indonésie. À un moment donné, je suis partie toute seule pendant 3 semaines en solo trip. Et c'était la première fois que je voyageais seule aussi loin. Et j'étais hyper fière de moi parce que j'avais jamais, j'ai pas envie de dire jamais eu la possibilité, parce qu'on a toujours la possibilité, mais j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir le faire. Et aussi parce que je m'en sentais pas vraiment capable. Et je me suis jamais sentie aussi puissante et forte intérieurement que ces moments-là où tu vois, j'avais loué un scoot et j'étais solo à rouler pendant des heures dans la pampa à Bali, à m'arrêter, à discuter avec des gens. Et toute cette période-là, je me sentais surpuissante, quoi. J'avais l'impression que j'étais invincible, que rien ne pouvait m'arriver. Tu vois, les paranoïas qu'on peut avoir à Paris ou dans d'autres villes quand tu rentres la nuit, que t'es seule, que t'es une nana. Je veux dire, j'ai jamais eu ça. Alors qu'il y a des moments, je rentrais dans des villages, il n'y avait pas de lumière. J'allais dormir chez l'habitant ou dans un hôtel. Et j'étais solo et j'étais trop bien. Donc c'est pas forcément un moment précis, c'est plus une période dans laquelle j'étais... Ouais, c'était magique parce que je me sentais ancrée à l'autre bout du monde, complètement dépaysée et juste trop bien. Mais un moment magique plus qu'un autre. Qu'est-ce que c'est que pour toi les drogues et où est-ce qu'on va? Tu sais, par exemple, l'ayahuasca, tous ces trucs-là, en fait, le LSD. Vaste sujet. Par où commencer? Franchement, je vais essayer de pas être trop manichéenne parce que chacun fait comme il veut et en vrai, je suis même pas persuadée d'avoir un avis tranché sur la question. Je pense qu'il y a vraiment des gens pour qui, tu vois, la consommation, ça va être quelque chose de très récréatif, ça va être un trip, ça va les enrichir. Enfin, en tout cas, tu vois, les gens qui me parlent de l'ayahuasca, etc., ils te décrivent le truc comme une expérience de vie, qui les bouleverse à tout jamais, qui change ta vision de la vie, etc. Moi, je sais que clairement, je m'en sens absolument pas capable et je pense que j'essaierai jamais. Parce que j'aurais trop peur de rester perchée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui te parlent aussi de microdosing dans le LSD ou les champignons, notamment aussi pour traiter les problèmes d'anxiété, de dépression, etc. Donc en vrai, tu vois, j'avais vu un reportage sur Arte sur des gens qui étaient vraiment maniaco-dépressifs et qui avaient essayé des traitements lourds et qui n'avaient pas marché et qui, avec ce microdosing fait en clinique, avaient eu des résultats qui étaient positifs. Donc j'ai envie de te dire... trop bien quand c'est dans ce cadre-là. En revanche, la manière dont les gens consomment tu vois, des drogues dans nos sociétés occidentales, en tout cas moi ma perception c'est qu'il y a beaucoup d'excès, mais comme avec l'alcool, et que du coup ça devient plus vraiment très rigolo quand ça devient quotidien et que ça fait partie de ta vie. Donc moi avec les drogues j'essaye d'être ultra vigilante. Parce que j'en ai consommé jeune et trop jeune je pense et que j'ai eu des expériences folles sous champi, sous MDMA mais sauf qu'à un moment donné tu vois j'ai pris un truc qui est pas passé du tout quoi et je pense que ça a aussi participé à me fragiliser psychiquement et à libérer quelque chose de ma personnalité qui aurait mieux fait de rester enfoui tu vois. Donc notamment sur du sujet d'hypersensibilité et d'anxiété. Donc moi aujourd'hui les drogues c'est niette quoi. Est-ce que tu crois au destin? Oui et non. Oui parce que je trouve que c'est assez romantique l'idée de se dire c'est mon destin, c'était écrit. Je sais pas, je trouve ça assez... Ouais, je trouve ça assez positif et assez poétique l'idée de se dire qu'il y a certaines
certaines choses qui sont écrites dans nos existences, qui sont pas forcément toujours positives, mais qu'elles sont là en tout cas pour nous mettre en garde et tu vois, nous faire réagir. Donc à la fois j'y crois un peu et à la fois pas, parce qu'en même temps je me dis si nos actions passées déterminent le futur, c'est chiant en fait, tu vois. Donc je pense qu'on est quand même maître de ce qui nous arrive et qu'on a la possibilité d'essayer, de tenter, et aussi on est aidé par la chance, des micro-événements, des rencontres, le hasard, et qu'en fait en mobilisant un peu toutes ces différentes énergies et toutes ces forces, on peut réussir à évoluer dans nos vies et à expérimenter des choses qui sont nouvelles et qui sont enrichissantes. Donc je dirais que je crois plutôt pas au destin, mais s'il faut y croire, je suis ok. Tu vois. Ok, t'es trop mignonne. C'est la grosse opportuniste, tu vois. Ça dépend de la majorité. Qui dit quoi? T'y crois? D'accord, ok, moi aussi. La meuf qui a pas de personnalité du tout. Non, mais c'est... Ouais, je sais pas. Écoute, je pense que... Enfin, toi tu le nommes le destin, moi peut-être que je le nommerais différemment. C'est que... Je pense que de toute façon, quand tu te ressens toi-même dans quelque chose qui te porte, qui t'épanouit, qui va t'ancrer à un endroit, y a des choses qui vont se réaliser de manière plus facile que si tu restes dans ta chambre à pas sortir de chez toi, tu vois. Donc, c'est sûr. est-ce que c'est le destin est-ce que le destin, au final, c'est pas quelque chose qu'on fabrique aussi après te dire il y a quelqu'un au-dessus qui a tracé pour nous notre route, et ça j'y crois pas. Je pense que la vie est tellement complexe et il y a tellement d'atomes, d'éléments autour de nous qu'il y a des choses qui se produisent parfois qui sont complètement indépendantes de notre volonté, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on peut agir. Donc avoir une réponse tranchée, pour moi c'est impossible. Pour moi le destin, c'est, tu vois, c'est philosophique, c'est une quête quoi. Il n'y a pas de destination, c'est vraiment, tu te dis je vais essayer et on verra bien. Mais après tu vois, en fait le destin, c'est que finalement la finalité ce serait quoi? Tu vois ce que je veux dire? On a tous plus ou moins des objectifs. Moi je sais qu'aujourd'hui c'est pas que je suis allergique aux gens qui ont des objectifs, mais tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en sont fixés dans la réussite professionnelle, amoureuse, amicale, etc. et qui pour autant ne sont toujours pas à l'endroit de leur sagesse, ni de leur épanouissement, tu vois. Donc je crois qu'il faut être bienveillant vis-à-vis de soi-même, et que quels que soient les chemins que t'empruntes et là où t'arrives au final, on a quand même de la chance de vivre tout ce qu'on vit, et essayons d'être plus humbles vis-à-vis de ça, sans chercher forcément à atteindre des sommets de réussite on s'en fout au final, tu sais. Ouais. On va tous finir entre quatre murs, hein, donc... En quoi tu crois? Ça résonne un peu avec l'une des réponses précédentes que je t'avais données. Moi, je pense que je crois dans les rituels. Je crois à la communauté. J'aime les rituels dans une communauté. J'aime la transmission. J'aime les rites, quoi. Enfin, tout ce qui raconte une histoire qui réunit des gens de manière positive. Je pense que ça participe aussi de quelque chose de sain dans une société. Enfin, moi, globalement, j'aime les histoires. Donc, pour moi, tu vois, quand tu vas faire Shabbat chez des amis, etc., enfin, tout ça, c'est des expériences de vie que je trouve très enrichissantes. Je trouve ça très beau, les chants, de réunir, avoir des rituels, éteindre son téléphone portable, être à la bougie. Il y a un truc que je trouve très poétique là-dedans. Après, c'est pas une croyance que j'ai, mais en tout cas, je trouve qu'en termes d'expérience, c'est trop chouette. Après, moi, je crois en quoi? Je crois en la nature, en vrai. Et puis, elle est apaisante, elle est enrichissante, et puis quoi qu'on y fasse, elle est là, et c'est quand même ouf d'assister
aux différentes saisons et ouais, c'est assez fascinant. Après, est-ce que c'est une croyance ? Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, elle est puissante et qu'elle elle nous submerge. Je veux dire, et puis, t'en fais l'expérience. C'est-à-dire que je connais peu de gens qui vont te dire j'aime pas me baigner dans la mer. Enfin, tu vois, quand tu vas te baigner dans la mer, t'as quand même un sentiment de plénitude. C'est un peu comme les sources sacrées à Bali où t'as un peu un truc de purification de l'âme, de l'esprit, du corps. Je crois même que c'est scientifiquement prouvé. Les gens qui vivent proches de la nature, ou en tout cas proches de la mer, donc, tu vois, ils sont quand même plus heureux que les gens qui vivent de manière très citadine, sans un parc, sans un fleuve, sans un lac, sans une rivière. Donc, je pense que la nature, elle est puissante et qu'on a de la chance de la voir. Moi, quand je vais à la campagne, chez moi en Bourgogne, là, tu vois, tous les arbres, ils bourgeonnent. C'est le printemps, il pleut, donc l'herbe pousse très haut, t'as des boutons d'or partout, t'as des couleurs de fou. Enfin, c'est quand même un cadeau de ouf que nous fait la nature. Et on lui donne rien, entre guillemets, en retour. Donc c'est gratuit et ça nous procure du plaisir. Donc c'est quand même ouf. Donc je pense que c'est une croyance saine de croire en la nature. C'est quoi l'amour pour toi ? Eh bien, j'ai envie de te dire que... Une arnaque. Une arnaque. Remboursée. Non, moi j'ai une vision très enfantine de l'amour. Hein. Moi, l'amour, c'est le sentiment le plus fort à partir du moment où il est désintéressé et pur, quoi. C'est-à-dire que pour moi, l'amour... c'est quelque chose qui doit être très pur, très instinctif, très intuitif. Et c'est pour ça que je te parle du fait qu'il doit être désintéressé. C'est que quelqu'un qui calcule quelque chose en amour, moi ça me fout la flemme, quoi. Et puis je pense que quand tu deviens adulte, ta vision de l'amour, elle évolue forcément. Et moi j'essaie toujours de me remémorer les sentiments qu'on avait quand on était enfant, tu vois, quand on était gosse. Et ces espèces de coups de foudre amicaux ou sentimentaux où ça te prend dans les tripes et ça te bouleverse et ça te chamboule complètement. Et en vieillissant, les choses changent un peu. Je dis pas que tu peux pas ressentir les mêmes choses, mais c'est peut-être un peu moins évident ou moins fort, je sais pas, parce que peut-être qu'on a expérimenté beaucoup de choses et que du coup... c'est compliqué de retrouver la même sensation que les premières fois, mais pour moi, la continuité finalement de ce sentiment comme ça, tu vois, d'amour amoureux, d'amour très fort, c'est la transmission. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je suis avec les enfants de mes amis, j'ai un truc où je suis fascinée par ce qu'ils dégagent, par leur innocence, par le fait qu'ils soient complètement émerveillés. Je les trouve géniaux, quoi. Et je sais que ouais, en vieillissant, je suis beaucoup plus sensible à ce type d'échange et que ça me donne beaucoup d'élan, tu vois, d'amour et tu vois, d'être avec les enfants ou d'être avec des animaux. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc où je me dis, mais ça, c'est magique, en fait. Enfin, tu vois. Notre vision de l'amour évolue, c'est évident, et qu'il faut essayer le plus possible de garder un peu ton âme d'enfant et malgré certaines déceptions, te dire que toute ta vie tu peux faire des rencontres et rencontrer des gens qui sont susceptibles de te faire ressentir des sentiments de fou, quoi. Je t'ai mis plusieurs paquets sur la table. Il faut que tu en choisisses un. Okay. Celui qui t'inspire le plus. Grosso merdo. J'aime bien ça, c'est rouge. Ok, tarot de Marseille. Ok, bah let's go. Alors, est-ce que tu as une question ? Prends-le. Ouais. C'est toi qui vas te tirer les cartes. Est-ce que tu as une question précise ? Ou est-ce que tu veux juste questionner un domaine, par exemple pro, par exemple amoureux ? Qu'est-ce que j'aimerais questionner en priorité ? Ouais, le pro. Le pro ? Ok. Tu vas avoir des énergies en réponse. Donc, tu veux savoir ce qui va se passer dans l'année, tu veux savoir ce qui va se passer dans l'année.
Ouais, dans les prochains mois qui arrivent. Ok. J'ai pas intérêt à dire qu'il va rien se passer. Ah putain, fais gaffe. Il ne va rien se passer. Ou plutôt que j'ai intérêt à le dire, comme ça tu te bougeras les fesses toute seule. Ouais. Tu mélanges ? Ouais. Tu penses à tes documentaires, où tu respires. Tu te fais confiance. C'est bien la visualisation. Ouais. Moi, je visualise beaucoup. Mm. Je mélange comme une enfant de 5 ans. Vraiment. Est-ce que je peux faire ça ou Ouais, totalement. Ok. Le diable et la reine de bâton, tu me montres. Oh waouh. Le diable, c'est les passions. C'est pathétique. Bah merde alors. En fait, faut dire qu'elles sont très épaisses tes cartes. Putain. Ça va être la faute de mes cartes. Non mais attends, sérieux. C'est ridicule là ce qui se passe. Allez, on va dire que c'est mélangé. J'ai aucune patience. Coupe en deux, pose le paquet, les illustrations. Face. Ouais, contre terre. Enfin, contre. Ah ok. Ouais. Tu coupes en deux avec ta main gauche. Oh waouh. C'est que je suis gauchère. Tac. Ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout équilibré. Le succès. Oh waouh. Le 6 de bâton, c'est le succès assuré. C'est le besoin d'incarner le conquérant. Ok. Oui, mais est-ce que c'est... Donc, j'incarne le conquérant, mais est-ce que ça veut dire que je vais être conquérante? Les deux. Ok. Quand tu tires une carte, quand tu tires une énergie, c'est parce que tu es en train de l'incarner. Tu représentes cette énergie. C'est pour ça que tu es attiré vers cette carte. Ok. Si tu incarnes, par exemple, la tempérance, tu fais énormément d'efforts pour te tempérer. Mais Ok. au fond, ça bouillonne. Ouais. Donc la carte saute en mode tempère-toi. On sait que tu es en train de bosser la tempérance, on va donner 2-3 clés Ok. pour essayer de t'en sortir. Là, ça veut dire que tu vises le succès, tu interroges ton succès parce que c'est à la coupe. Et en même temps, il y a une envie de conquérir, même si tu es en chemin. Ok. Étale le paquet. Donc déjà, ça commence bien, Anso. Attends, on est pas rendu, on n'est pas sorti de l'auberge. J'arrive pas. Alors, t'y vois un signe ou pas, le fait Non, que pas du tout, elles c'est me juste que collent à c'est- la main. Mais non, mais elles ont Elles ont vieux- 100 ans. Ouais. Ouais. Je plaisante pas, je crois que je les avais encore, enfin, il y a très très longtemps que je l'avais ce paquet. Ok. Et là, je tire la mort. Non, tu tires 3 cartes ou tu veux qu'on fasse le tirage en croix, tu veux qu'on en tire une et après qu'on C'est continue quoi, à le tirage en le croix tirage en croix, c'est ce sur quoi tu t'appuies, ce qui t'inspire, enfin tu vois, ce qui te pousse, ce vers quoi tu vas, ce que tu incarnes aujourd'hui. Tu vois, il y a 5 cartes. Je sais pas, je suis paumée, je sais pas ce que je dois choisir. On est sur le pro, on fait passé, présent, futur si tu veux. Ok, donc on va dire passé. Passé, je prends celle en dessous, bon, on verra bien. Passé, présent, je prends une qui est obvious, genre là. Et futur, je vais en prendre une qui est un peu planquée, mais pas trop non plus. Je sais pas. Oh là là, elle est quand même bien planquée celle-là, dans quoi je m'embarque. Ça, tu vas dans le futur direct. C'est génial. T'as un super tirage. Ok, donc déjà au centre il y a le 4 de bâton. Toi C'est moi. Et donc ça veut dire que l'énergie, donc ça veut dire que t'es très connecté avec moi en ce moment Ouais. et très connecté avec le podcast. Non mais au-delà de ça, le 4 de bâton, ce que t'incarnes aujourd'hui et les challenges, c'est la communauté dont tu parlais tout à l'heure. T'as beaucoup parlé de communauté, tu sors la carte de la communauté. Ouais. Donc c'est quelque chose, enfin t'es prête à t'ouvrir vers ta communauté, créer la tienne, tourner pour demander de l'aide, aider. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les choses circulent, que tes créations circulent. Le 4 de bâton, en gros, les bâtons, c'est la vitalité. C'est les actions, c'est quand tu bouges tes fesses. Mais c'est aussi quand l'élan vital, c'est vraiment j'y vais, j'y crois, je fonce, c'est l'énergie feu. Et d'ailleurs, les bâtons, c'est le feu Ok. dans le tarot. Le 4, c'est stable. Stable comme la maison, comme quelque chose. C'est-à-dire que non seulement ça, si tu sors cette carte-là, ça veut dire que tu es bien avec toi-même. Il y a un côté que tu as de la vitalité en ce moment, que tu as des aspirations, que tu as des envies, quoi. Quand tu tires le 4 de bâton, c'est que tu as des envies. C'est la bienveillance envers toi et envers la communauté, comme quand j'ai commencé en disant ça sur cette carte. Donc il y a de la bienveillance envers soi et de la bienveillance envers les autres. Est-ce que tu peux juste décrire la carte et dire ce que toi tu vois? Je vois une fleur. Je vois des bougies qui se croisent, qui s'enlacent. J'ai l'impression, j'ai peur qu'il y ait un piège. Non, ouais, je vois des fleurs, des bougies. C'est quoi ça? C'est des feuilles? Ouais. C'est du sang? Non, c'est du rouge.
y a un côté un peu triomphal, quoi. Je sais pas, genre on porte la lumière, on porte... je sais pas. Le 4 de bâton, c'est quand on a réussi à trouver des gens qui nous comprennent. Ouais. Et à ce que les gens nous comprennent. Ouais. Et à trouver sa place. Donc ça te pousse, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on tire une carte, c'est-à-dire qu'on incarne ça, t'es prête à aller vers une communauté, ça te pousse à faire équipe, à t'ouvrir. Ça tombe bien parce que j'avais pas l'intention de rester seule dans mes projets. Donc Ce qui te pousse, enfin le passé, ce qui t'a amené ici, c'est un coup de cœur. C'est le 3 de bâton. Le 3 donc c'est très... c'est très relié, parce que là c'est 3 et là c'est 4. C'est fou. Et le 3 de bâton, c'est vraiment quand on a eu un truc qui nous a tapé dans l'œil et qu'on décide de mettre notre énergie vers cet objectif, pour remplir justement le truc qui nous a tapé dans l'œil, quel que soit le truc. Ça peut être une personne, je sais pas, genre un nouveau projet, soi-même, n'importe quoi en fait. Mais en tout cas, t'es très aligné sur, ok, je vais mettre mon énergie dans quelque chose qui me tient à cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le futur, je suis une reine. Et laquelle La reine d'épée. Yes. Non mais c'est fou. Et qui c'est la reine d'épée, tu sais ou pas? Non. C'est celle qui a un mental et qui contrôle, qui canalise la force de son mental. C'est la force mentale, on pourrait dire, mais c'est aussi le fait de ne pas lâcher, d'être très clair dans ce qu'on veut atteindre, de fonctionner par ordre de priorité. Et comme tu le vois, je sais pas si tu le vois, mais elle est enceinte. Elle a un projet. Elle va se défendre bec et ongle pour que ce projet aboutisse contre ses démons, contre les démons extérieurs, et c'est une reine. Donc c'est-à-dire qu'elle est plus un valet, c'est-à-dire un débutant, elle est plus un cavalier, c'est-à-dire on se met en route, c'est-à-dire que toi tu t'es déjà mis en route. Et elle est vraiment au-dessus de ça, elle n'est pas encore le roi, c'est-à-dire que c'est pas encore établi. Ça veut vraiment dire, c'est ton pouvoir créatif, c'est tout ton inconscient qui est... Voilà, c'est-à-dire que tu bosses avec ton inconscient, et en fait ça ne te fait plus peur, quoi. C'est comme si les peurs, pour moi la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a dompté ses peurs et qui les ride en mode genre, oui dragon, amène-moi à la colline. Enfin tu vois ce que je veux dire, le dragon c'était peur. Enfin genre la meuf elle a dompté, elle a bossé la reine d'épée. Mais surtout que tu m'as pas dit que les cas de bâton c'était des épées, non, des bâtons. Ça c'est des bâtons. Oui, bâton, épée, mais ça fait sens quand même je trouve. De toute façon c'est que toi tu tires que des bâtons et on va en tirer une autre d'un autre paquet. Du petit là que j'ai mis sur la table, mais la reine d'épée, là ton tirage c'est clairement, t'as eu un coup de cœur, il y a un truc qui te tient à cœur, t'es en train d'essayer de trouver un monde avec qui bâtir ton royaume, enfin des partenaires à qui ce projet pourrait tenir à cœur aussi en gros, enfin que tu pourrais embarquer vers là où tu veux aller en gros, mais en tout cas t'as beaucoup d'énergie et tu t'as compris où mettre ton énergie pour atteindre ton objectif, et surtout tu t'ouvres. Et les gens s'ouvrent à toi. C'est vraiment ça le challenge d'aujourd'hui. C'est de s'ouvrir et d'apprendre à faire confiance et à bosser ensemble, quoi. Quel que soit le sujet, que ce soit de l'amour ou je sais pas quoi, mais à vraiment réussir à mettre tes forces et à accepter les forces de quelqu'un d'autre pour que tu puisses atteindre ton objectif, en gros. La reine d'épée, ça te dit qu'il va falloir que tu fasses preuve de fermeté avec toi et avec les choses, et il va falloir que tu sois, parce que l'épée là elle a quand même une épée dans la main. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Rendez-vous sur Instagram, sur le 4 de bâton tarot. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à en parler autour de vous et à partager l'épisode. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance!